Un grand merci, hein, je reviendrai plus souvent. Vous avez chaud, bouillant. Si vous avez envie, juste là, donc il y a quelques questions. Et si vous voulez vous étirer juste, parce que rester assis comme ça, c'est long. Et reprendre contact avec le corps. Alors évidemment, tout ce dont je vous ai parlé, c'est en mode créatif. Je vous parlais peut-être des 6 chapeaux de De Bono un jour, mais dans la salle, il y en a plein qui se disent ouais, « ça on ne peut pas faire », etc. Ça, c'est le chapeau noir. C'est tout ce qui pourrait vous bloquer. Chapeau vert, c'est celui de la créativité. C'est vous laisser libre cours à tous les possibles. Puis après, il y a des gens qui vont arriver, mais à ce moment-là, on se met tous en phase. On est tous en chapeau vert. Puis après, il y en a un qui va arriver, qui va dire attendez, mais peut-être on risque ça, puis ça, c'est pas possible. Et ça, c'est juste, c'est un vrai cadeau. Mais si le chapeau noir, il arrive en plein milieu du chapeau vert, ça bloque tout. Il faut qu'ensuite, on se met tous en mode, on va lever les obstacles. Ça va ? Alors juste, Louis parlait de chapeau, il ne le savait pas, mais on a fait une petite surprise, c'est quand même, il y a un chapeau, c'est une boîte en plastique, c'est pas un chapeau qui tourne, c'est pour les intervenants, pour Louis, pour Étienne, pour Ingrid, pour tous les intervenants qui sont là ici ce soir. Donc si vous voulez, ceux qui veulent pas, c'est libre. Si vous voulez mettre voilà, pour permettre un peu à ces personnes de vivre, parce que je crois que Louis n'a plus de travail. Voilà. Donc voilà, c'est une petite surprise qu'on y a fait à ce soir. Voilà, donc n'hésitez pas. En fait, on n'a jamais autant travaillé. Et l'humain, il se sent bien dans ses baskets quand il contribue à plus grand. Et en fait, je me sens mieux sans salaire, mais en travaillant plus, qu'avant. C'est plutôt joyeux. Et ça correspond à l'idée de peut-être de progressivement remplacer l'idée de travail par l'idée de faire œuvrer à plus grand. Parce que ça nous rend heureux et on est nourri de plein d'autres manières. Alors, c'est pas une question vraiment, lui. Je voulais te remercier. Je voulais te remercier pour avoir ramené la philosophie dans la vie. Parce que j'ai l'impression que dans notre monde moderne, la philosophie, c'est quelque chose qui est un peu une matière extraterrestre, on pourrait dire. Et que on a l'impression que ça n'a pas un rapport avec la vie. En fait, toi, tu es une personne qui a permis ça. Et c'est aussi grâce à ce qui s'est passé pendant le Covid qu'on a été ramené à beaucoup réfléchir. Voilà, donc merci parce que tu as ressuscité le philosophe à moi. Merci beaucoup de parler ça me touche que tu parles de philosophie. Et c'est pas moi, je peux se remarquer, souvent je cite des gens, mais c'est pas par complexe de culture. C'est que pour moi, c'est comme en jazz, quand on fait un bœuf, on va interpréter un morceau. Mais on dit de qui est le morceau. C'est Duke Ellington qui l'a écrit ça, pas moi. Hein. Moi, je vais improviser dessus. Mais c'est Duke Ellington qui l'a écrit. Et c'est le même principe que la licence libre, CC by SA, vous savez. Les licences libres, vous citez l'auteur initial. Et donc pour moi, c'est le moindre des respects que de citer les gens, et d'où ça vient pour que les gens puissent s'y reporter aussi, voir si moi je dis des conneries. Et il y a peut-être quelqu'un que vous avez vu passer qui s'appelle Mehdi Belhadj-Kassem. Mehdi, c'est l'enfant terrible de la philosophie de ces 20 dernières années, qui a été à la fois adulé par les philosophes de salon parisiens, en disant « Waouh, quel mec génial, il vient tout chambouler ». Et puis au moment du Covid, il a pris position, et là, il est devenu plus rien. Il a dit t'existes plus, mais t'es même pas philosophe, t'as pas fait normal sup, Berk. Et donc il a été conspué. Et donc on travaille ensemble et avec d'autres aussi à remettre ce regard philosophique dont tu as raison. Bientôt dans le monde et Libé, ce sera être une secte que de parler de philosophie. Hein. Parler de la caverne de Platon, ce sera insupportable. Hein. Mais je crois qu'on a besoin de retoucher à cette profondeur-là, à cette chose qui est les textes anciens, qu'ils soient religieux, philosophiques ou autres, ont déjà tout dit, quoi. Il n'y a rien à inventer, hein. Il n'y a rien de nouveau dans ce qu'on vit. Et c'est pareil dans le monde de bonheur qu'on veut créer, il n'est pas très différent d'un village, quoi, quand on y pense.
C'est pas très nouveau non plus. Les gens qui s'entraident, qui se font à manger, qui sont autonomes, qui gèrent leur propre monnaie, qui sont dans le don, le troc, qui font une école de village où il y a des âges mélangés, où les petits vieux veillent sur les enfants quand ils jouent. C'est pas un âge d'or perdu, quoi. Ça a toujours été là. C'est le fond de l'humanité. Donc voilà, la philosophie, pour ceux qui n'ont pas vu passer, on a commencé à faire quelque chose qui s'appelle une autre histoire, UNH. Une autre histoire, donc il y a une chaîne YouTube pour le moment, puis il va y avoir plein d'autres canaux de diffusion. Mais si essayer de donner un regard pluridisciplinaire, il y a Étienne qui est dedans, entre autres, il y a Mehdi. On va essayer de regarder de plein de façons différentes le monde qu'on voudrait et le monde tel qu'il est. Et il y a une rubrique qu'on voulait faire, qui n'est pas encore sortie, qui s'appelle « Déniaisez-vous l'histoire des vaincus ». C'était de raconter tous les mensonges qui ont été faits par les puissants depuis toujours, depuis l'Antiquité, en passant par les Borgia, en passant par l'Amérique. Il y a toujours eu plein de mensonges de ceux qui voulaient garder le pouvoir. Un mensonge que je peux vous raconter, qui est tout récent, et pourtant il y a très peu de gens connaissent, c'est l'affaire de Pont-Saint-Esprit. À Pont-Saint-Esprit, vous savez peut-être qu'à un moment, ils sont tous devenus fous. Ils ont tous vu des hallucinations. Et ce n'était pas lié à une centrale nucléaire à côté, hein, c'était dans les années 60. Et ils ont dit c'est le boulanger. Enfin, les médias ont dit ça, c'est le boulanger, il a laissé pourrir le seigle, et ils ont un problème avec l'ergot de seigle. Vous savez, l'ergot de seigle, c'est quand ça pourrit et ça peut donner des hallucinations. C'est un peu comme le LSD. Et donc, le boulanger a fini par se suicider. Et en fait, un président américain, je ne sais plus exactement lequel, je ne sais plus si c'est Ronald Reagan ou celui d'après, a déclaré publiquement, a dit « Mais non, nous avons fait un épandage de LSD sur le village de Pont-Saint-Esprit. » Mais pourquoi vous faites ça? Vous êtes fous, quoi. Un autre mensonge, les sacrifiés d'Alabama. En 1940, pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, on découvre la pénicilline, qui est le remède à une maladie qui s'appelle la syphilis, entre autres. Ouais, bien sûr, c'est un antibiotique qui guérit plein de trucs, hein, mais ça guérit entre autres la syphilis. Puis il y avait toute une recherche en cours sur des pauvres noirs américains d'Alabama qui avaient la syphilis, où on les convoquait tous les 6 mois en disant bon, on n'a pas de traitement, on va regarder comment ça évolue, quoi. Ça a continué jusque dans les années 75. Tous les 6 mois, ils ont convoqué ces pauvres patients, ne leur ont pas donné de pénicilline, ne leur ont pas dit que ça existait, et ils ont continué à les regarder progressivement devenir fous, puisque le bout de la syphilis, c'est la démence syphilitique. Et ça, c'est l'histoire des sacrifiés d'Alabama. Mais rien que ça devrait nous rendre tellement prudents vis-à-vis de l'institution médicale et vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques. Et il y en a des centaines des histoires comme ça. Il faut que je laisse la place à Ingrid, il y a Florian qui... Ouais. Bonjour, je m'appelle Stéphane, j'avais une question, très simple, très courte, mais avant j'avais une petite remarque à faire. Alors j'ai appris à regarder tes vidéos à travers mon épouse, et tu dis tout le temps, voilà, j'ai pas de conflit d'intérêt vis-à-vis des labos pharmaceutiques, tout ça. Mais moi, j'aurais une petite remarque à faire avant. Il faudrait que tu précises que tu es marié avant, parce que la plupart des femmes que je connais, dont mon épouse, disent tout le temps « Ah, Louis, c'est mon chouchou, c'est mon chouchou ». Et je parle un peu au nom de tous les hommes qui sont là. On en a un peu assez parfois. Donc, il faudrait... Donc, je pense que tu en es conscient, ou alors pas du tout, mais vu d'un simple citoyen, hétéro ou homo, peu importe, c'est un peu pesant parfois. Voilà. Parce que parfois même, bon, dans l'intimité, 1 ou 2 fois, c'est arrivé à ma femme de dire « Ah Louis, je t'aime ». Alors je dis non, c'est pas possible. Alors c'est important de parler de l'autre. Plus sérieusement, je termine. La question c'était, la question est très simple. Est-ce que je pense que oui, vu le discours, tu es connecté à la source.
Alors, il y a une relation entre les deux éléments que tu suggères, hein, la question spirituelle et la question du couple. Il y a même des voies de sagesse comme le tantrisme qui sont basées sur cette idée que il y a forcément une danse entre Shiva et Shakti. Shiva, c'est la conscience et Shakti, c'est l'énergie. Et c'est le principe féminin d'un côté, le principe masculin de l'autre, et que c'est cette danse de l'un avec l'autre, puis on a les deux en chacun d'entre nous, hein, on n'est pas que masculin ou que féminin, et que cette danse-là qui va faire que les contenus de la conscience vont être actualisés par l'énergie de la Shakti. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, moi j'ai les idées et c'est Carole qui bosse. Non. Et c'est elle qui devrait avoir des applaudissements. Je pense qu'au-delà de mon couple, qui est quelque chose de perso et que je préfère garder pour moi avec vous tous, c'est l'idée qu'on a besoin de l'autre. Ouais, encore une fois, il y a besoin de cet autre dans toute son altérité, toute sa différence, incommensurable. Mes parents m'ont dit assez tard, ils m'ont dit, mais on a compris quelque chose assez récemment, il devait avoir 70 ans à l'époque, 75 ans, on ne s'est jamais compris, ton père et moi. Mais c'était bien comme ça. Et c'est parce qu'on ne se comprend pas que peut-être justement on est capable de créer quelque chose ensemble, de grandir ensemble, d'aller toujours appuyer là où ça fait mal et de faire grandir. Donc, voilà. Et alors après, pour la question spirituelle, vous savez que c'est un gros mot dans le monde moderne, qu'on n'a pas le droit de l'employer. Que déjà si on nous faisait faire home tous ensemble, bien sûr, là s'il y avait les médias, on serait une secte, quoi, etc. Donc je suis assez prudent dans la parole publique sur cette question spirituelle, mais pour moi, évidemment, il y a un enjeu autour de la question du mal, du bien, et c'est pas un hasard si moi j'ai fait des études d'éthique, des études universitaires en éthique. L'éthique, c'est l'action juste, injuste, mais ça a trait à la morale aussi, à la question du bien, du mal, à la question de quand je fais quelque chose, est-ce que je suis capable de mettre un prisme éthique ou moral, effectivement, sur ce que je suis en train de faire ? Parce que si je ne suis pas capable de dire ce que je suis en train de faire, c'est mal, je ne suis pas capable de changer. Et donc, il y a besoin, à un moment ou à un autre, de mettre un référentiel, de dire, ce que je fais, c'est juste là ? C'est utile au bien commun ou pas ? Ou c'est juste pour moi ? C'est pour être plus beau, plus grand, plus fort ? Parce que là, dans ce cas-là, ce serait injuste. J'aspirerais votre énergie juste pour moi exister. Ou est-ce que vraiment je vous apporte quelque chose, vous permet de vous mettre en lien, et dans ce cas-là, c'est juste. Et donc, pour la même action, qui pourrait être une conférence, qui pourrait être une vidéo, on peut être, en fonction de l'intention qu'on y met, dans quelque chose d'injuste ou de juste, de mal ou de bien. Et je crois qu'on a vraiment besoin d'y réfléchir, chacun individuellement, parce qu'on veut toujours voir le mal à l'extérieur. Le voir dans Macron, et se dire « Ah, nous, on est le camp du bien, etc. » Mais je crois que ce n'est pas vrai. J'ai vu plein de collectifs de résistants qui ont rejoué exactement les névroses de l'institution. Ils ont refait un système pyramidal. Ils ont revoulu pomper du pognon, ils ont revoulu être riches, célèbres, je sais pas quoi, avoir de la puissance. Et ça, c'est un travail intérieur. Je l'ai dit plein de fois en citant quelqu'un qui s'appelle Thomas Dansbourg, qui est un formateur en communication non violente. Je ne peux pas vouloir la paix là-devant si je ne l'ai pas là-dedans. Et donc ça commence là, quoi. C'est que chaque fois que je suis en colère, est-ce que j'arrive à transformer cette colère, à me souvenir que Macron c'est Yoda ? Je vais essayer c'est une suggestion hypnotique que je mets dans votre tête pour qu'après vous dites ah ouais, je le regarderai plus pareil. Et de se réconcilier, parce que le bout du chemin, le bout d'une crise et le bout de la non-violence, la non-violence, c'est pas qu'il n'y a pas de violence. Il y a de la violence, mais vous la transformez en autre chose. Vous la transformez en fécondité. La rencontre, plutôt qu'être classique, de détruire, de faire que bam, 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 vous allez vous taper dessus à cause du désir mimétique, la rencontre va être, vous allez vous frotter, et là, pouf, il va jaillir quelque chose, il va jaillir une flamme. Le monde de demain qu'on veut sera probablement la résultante du frottement entre nous et l'institution qui s'effondre et se meurt. Pas notre rêve tout seul, flottant à des kilomètres au-dessus du réel, pas le cauchemar qu'on veut nous imposer, quelque chose entre les deux, et de parfaitement imprévu et inconnu, et tant mieux.